2 heures et demie de vol au départ de Paris suffisent pour rallier Bucarest. Le voyageur, fraîchement débarqué dans la capitale roumaine, pourra difficilement ne pas voir l'imposant palais du Parlement. Prétextant la reconstruction de la ville après le terrible tremblement de terre de 1977, le président Ceausescu décida d'ériger ici un bâtiment complètement délirant qui, hélas, entraînera la disparition pure et simple d'une grande partie du centre historique. Certains monuments, heureusement, ont échappé au pire et témoignent toujours de la grandeur passée de la ville. Pour honorer les grandes figures du pays ou séduire le regard du visiteur, celle qui fut surnommée au début du XXe siècle le Petit Paris n'est pas peu fière d'avoir fraîchement restauré quelques-unes de ses plus belles façades. On aime ici voyager dans le temps et l'espace pour se laisser guider par l'inspiration du moment. Partout, les styles d'architecture défilent, se choquent et s'entrecroisent. Il suffit de traverser une rue pour remonter le cours de l'histoire, de tourner à droite pour quitter un embouteillage, de changer de trottoir pour entrer dans un musée, de bifurquer à gauche pour découvrir une église, de se faufiler dans une rue piétonne pour écluser en terrasse une bière ou un café. Tant pis si certains bâtiments attendent désespérément d'être rénovés, et tant mieux si le centre-ville n'est pas aseptisé. La vie culturelle et artistique ne s'en porte que mieux. De jour comme de nuit, ces lieux hétéroclites disséminés dans un décor chaotique font de Bucarest une capitale captivante et passionnante à découvrir. L'empreinte des Saxons est omniprésente dans le sud de la Transylvanie, en ville bien sûr, mais également à la campagne. Les populations rurales, en effet, pour parer aux fréquentes incursions ottomanes, vont devoir elles aussi se protéger. Selon la taille du village et la topographie des lieux, leurs églises vont se doter d'un système défensif plus ou moins élaboré et progressivement se transformer en véritables forteresses. En cas d'attaque ou de siège, les paysans derrière ces remparts trouvaient rapidement refuge et pouvaient aussi mettre à l'abri le bétail, les récoltes et les vivres. Des chambres et des greniers, accessibles avec des échelles, ont même parfois été aménagés dans les murs de ces églises. Outre les retables et les orgues qui décorent traditionnellement les églises protestantes, ce sont avant tout ces remarquables tapis qui attirent l'attention. Rapportés d'Anatolie par les marchands saxons, ils n'ont jamais cessé d'embellir ces murs quelque peu austères et de générer une douce atmosphère orientale propice au recueillement et à l'imaginaire. Bien des légendes sont tenaces en Transylvanie, et notamment ici, dans le château de Bran. Dans ces murs chargés de mystères est né le mythe de Dracula. Une aubaine pour tous les amateurs de vampirisme et pour nous, une occasion idéale de feuilleter une nouvelle page d'histoire. Rendez-vous est pris pour cela avec la charmante guide Anémone. Le château abrite 57 pièces, 4 niveaux, mais je ne sais pas exactement combien de vampires. Parce que tout le monde sait, tout le monde connaît ce château comme le château de Dracula. Pour le mythe, ce château devient un brin de pays. Et j'aime bien de dire comme ça. Si vous venez ici spécialement pour lui rencontrer et après la visite vous êtes déçu parce que vous ne l'avez pas rencontré, je vous assure que si vous avez de la patience, mes dons de Dracula apparaissent à minuit. Au diable les vampires, et tant pis pour l'invitation d'Anémone. Nous ne reviendrons pas au château de Bran à l'heure de minuit. Ce soir, en effet, un dîner-concert nous attend au Suradachilor, l'un des meilleurs restaurants traditionnels de la région.
Attiré par la réputation des lieux et par son emplacement à proximité des pistes de ski, de nombreux visiteurs, étrangers et roumains, ont pris l'habitude, en hiver comme en été, de faire escale dans cette auberge de montagne. Oubliez très vite cette adresse si par malheur vous faites un régime quelconque. Ici, la cuisine familiale, bien que roborative, ravira sans peine tous les amateurs de bonne chair et de bon vin. Dans ce cadre, particulièrement soigné et chaleureux, les saveurs musicales subliment le menu et s'invitent à table pour honorer le convive. La douce euphorie qui s'empare des lieux régale délicieusement tous nos sens. Le spectacle ce soir est garanti. Comment, ce matin, ne pas résister à la tentation de s'arrêter ici pour embrasser du regard la ville de Brașov. Blottie au pied des montagnes et coiffée d'une belle parure orange, la noble dame semble vouloir retenir le visiteur pour être encore plus désirée. Et c'est vrai qu'elle est belle. Fondée au XIIIe siècle par les chevaliers de l'ordre teutonique, l'ancienne Kronstadt, elle aussi, va devoir ériger de solides fortifications pour barrer la route aux armées turques. À l'abri derrière ses remparts et située au carrefour des grandes routes commerciales, elle va très vite prospérer pour devenir une des cités saxonnes les plus florissantes de Transylvanie. En dépit des guerres, des incendies ou des vicissitudes religieuses et politiques qui ont émaillé son histoire, il reste encore à Brașov toute une série d'élégantes demeures et une place théâtrale bordée de monuments prestigieux témoignant encore de son riche passé marchand. La ville, heureusement, n'a pas été transformée en musée. Ses terrasses animées, ses ruelles commerçantes et ses placettes ombragées continuent inlassablement de faire le bonheur de ses habitants. D'autres, cet après-midi, ont préféré venir sous ce chapiteau. L'Oktoberfest, qui débute en septembre, vient tout juste de planter son décor à Brașov. Au programme des réjouissances, musique traditionnelle et animation en tout genre. Au menu, bière, saucisses et travers de porc. Le tout copieusement servi dans une ambiance typiquement bavaroise. Incontestablement, l'ancienne Kronstadt n'a pas oublié ses lointaines origines saxonnes. Changement radical de cadre et d'atmosphère. À la chope de bière succède maintenant un bol d'oxygène. Nous venons d'arriver en bordure du lac Rouge. Cette appellation, dit-on, se confirme au coucher du soleil. À vrai dire, peu importe la couleur de l'eau. Car si beaucoup de Roumains font escale ici, le week-end ou pendant les vacances, c'est avant tout pour pique-niquer, se détendre ou canoter. Ce lac, apparu en 1837 après un gigantesque effondrement de terrain, n'est pas seulement une base de loisirs, c'est aussi une zone protégée. La forêt qui se trouvait ici autrefois a entièrement été noyée, ou presque. Seuls quelques étranges squelettes d'arbres morts émergent encore à la surface des eaux. D'ici, il est très facile de rejoindre les célèbres gorges de Bicaz, vantées par tous les ophismes de tourisme de la région. Le site, bien qu'encombré par toute une flopée de boutiques de souvenirs, reste pour le moins saisissant. La route, qui se faufile pendant près de 10 km au beau milieu de ces parois vertigineuses, nous procure une étrange sensation. Il semble par moments que nous nous engouffrons dans les entrailles de la terre.
La Bucovine, plus que toute autre région en Roumanie, semble depuis toujours inspirer les artistes, et tout particulièrement ceux qui ont peint ces splendides monastères orthodoxes. Édifiés à partir du XVe siècle et recouverts de fresques au siècle suivant, certains comme ceux de Sucevița, Voronezh, Moldovița et Humor sont aujourd'hui classés au patrimoine de l'UNESCO. En dépit des guerres et des intempéries, les innombrables personnages et scènes bibliques qui tapissent la façade de ces églises conservent encore une étonnante fraîcheur. Le souci du détail, allié à la pureté des couleurs originelles, ont transformé ces murs en merveilleuses galeries d'art à ciel ouvert. Devant ces éblouissantes peintures moldaves qui nous murmurent 5 siècles d'histoire, le silence s'impose. C'est avec un peu de mélancolie que nous avons quitté les paysages vallonnés de la Moldavie. Direction maintenant la Dobroudja, le delta du Danube et le littoral de la mer Noire. Pour l'heure, nous voici arrêtés à Brăila. Ici, en l'absence de pont enjambant le Danube, les véhicules n'ont d'autre choix que d'emprunter ce bac atteint par la limite d'âge. Les manœuvres pour embarquer à bord sont certes un peu longues et délicates, mais l'expérience et la gentillesse de l'équipage compenseront largement la vétusté de ce rafio sorti tout droit de l'époque communiste. Un peu moins d'une heure plus tard, nous voici sur l'autre rive. Plus rien à présent ne peut freiner notre progression jusqu'à Tulcea, point de départ idéal pour aller explorer le delta du Danube. Celui-ci, après son long voyage à travers l'Europe et avant de se jeter dans la mer Noire, se divise en 3 bras principaux, dont celui de Sulina, sur lequel débute notre navigation. Cet axe majeur, aménagé dès le XIXe siècle pour faciliter le trafic fluvial, est sûrement la meilleure voie d'accès pour pénétrer dans cette région. Il suffit ensuite de bifurquer à droite ou à gauche et de suivre un petit chenal pour approcher encore d'un peu plus près ce véritable sanctuaire aquatique. Inscrit au patrimoine de l'UNESCO depuis 1991 et déclaré réserve de la biosphère, la région du delta, qui s'étire environ sur 5600 km², est de loin la plus grande zone humide d'Europe. Au beau milieu de ce labyrinthe de lacs, de roselières, de forêts, de lagunes et de marécages, plus de 300 variétés d'oiseaux ont été recensées. Certaines espèces sont endémiques. D'autres font escale ici pour nidifier, se reproduire et se nourrir avant de poursuivre plus tard leur migration vers l'Afrique. Aigrettes, ibis, courlis, hérons, spatules, foulques, cormorans et bien d'autres raviront avec bonheur tous les amoureux de la nature. L'abondance de poissons dans ces eaux n'attire pas seulement les oiseaux. Les pêcheurs également ont toujours été nombreux à vivre des ressources de cette région. Leur nombre pourtant, en raison des quotas de pêche imposés par les autorités, a considérablement diminué ces dernières années. Un mal nécessaire, dit-on, pour continuer d'observer ces colonies de pélicans blancs qui reviennent nicher ici chaque année au printemps. Espérons seulement que les générations futures continueront encore de protéger et de préserver l'extraordinaire biodiversité du delta du Danube. Il est inutile cependant d'attendre d'avoir des rhumatismes pour partir en Roumanie. S'il est vrai que ce pays n'a pas une cote de popularité très élevée dans l'opinion publique, il est en revanche certain qu'il n'a jamais déçu ceux qui s'y sont rendus. Cette enclave latine de l'Europe de l'Est ne pourra jamais bien sûr rivaliser avec l'exotisme de certaines destinations lointaines.
surtout quand certains journalistes peu scrupuleux s'acharnent un peu trop vite et trop facilement à véhiculer une image négative de ce pays. N'oublions jamais cependant que la France occupe une place privilégiée dans le cœur des Roumains, un sentiment qui progressivement est devenu réciproque tout au long de notre voyage. Nous n'avons pas seulement visité des sites naturels, historiques, religieux ou culturels remarquables. Nous avons également rencontré, à la ville comme à la campagne, une population bienveillante et chaleureuse, toujours disposée à partager avec le visiteur quelques instants de bonheur.